Salut les curieuses, ce soir on se retrouve au musée Moza, le musée du street art à Neuf-Brisach et je suis en compagnie d'Olivier Hude. Expert en paranormal et du coup ça n'a rien à voir avec le lieu actuel parce que c'est du graphe et du coup des arts contemporains urbains et ça va être totalement dingue. Une pause les curieux pour vous présenter Olivier Hude. Olivier Hude, c'est un créateur de contenu et de fiction potache, drôle et paranormal. Il comptabilise plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur sa chaîne YouTube et plusieurs millions d'abonnés sur son compte TikTok. 3,3 millions pour être plus précis. Ça fait beaucoup de monde. Allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment trop cool. Et en plus, vous allez bien rigoler. Avant de reprendre, je vous mets toutes les informations concernant Olivier et sa chaîne en description de cette vidéo. Est-ce que t'aimes le graphe? Est-ce que t'aimes l'art urbain? Moi je kiffe de fou mais apparemment ça dégage aussi parfois des énergies. Mais le gars il a toujours pas compris qu'on n'était pas sur une enquête paranormale. Faut arrêter quoi. Et donc je suis bien sûr avec Stanislas, le maître des lieux, Stanislas Bellhomme, qui a mal aux yeux là pour le coup avec la lumière. Ça va et je suis ravi de vous accueillir au Moza aujourd'hui. Allez on y va, c'est parti. Moi j'ai pas les clés. Hein. Passe partout, tu sais. Ah putain, comme par hasard. Allez, parfait, nickel. On sent déjà une énergie pesantes. Vous allez voir, l'endroit est complètement fou. Déjà, regarde, on rentre, et qu'est-ce qui se passe? Juste sur notre droite, vous voyez cette magnifique œuvre? Eh ben Stanislas, tu peux nous expliquer? Là, on est avec Nicolas, il est californien, il habite à Oakland, c'est de l'autre côté de la baie de San Francisco. Il a participé notamment à la création de la fameuse affiche Barack Obama en 2003 et Yes We Can et Hope. Ça lui a plutôt porté chance au président, il était élu 2 fois. Et il est venu faire 2 œuvres ici, une en 2018 et une en 2020. Et c'est un type assez extraordinaire, surtout qu'il joue, comme tu peux le voir, sur l'angle ici, et ça fonctionne très très bien. Donc là, on rentre, et le premier truc qu'on a, c'est un graphe du mec qui a fait la campagne de Barack Obama. Voilà, ils étaient plusieurs parce qu'il y a Obey, je sais pas, de Ferry qui a participé, mais lui, il a travaillé sur la photo. Donc on a de toute façon ici, dans ce musée, 40 artistes internationaux, dont un grand nombre n'étaient jamais venus en France, voire en Europe, avant de venir ici. C'était le cas de Nicolas et de bien d'autres qu'on va voir dans la balade. Eh ben écoute, on va faire ta connaissance plus amplement dans une belle salle du musée. On y va? Bon les curieuses et les curieux, ce soir on va vivre un truc assez incroyable. On va visiter le Moza, le musée de l'art urbain et du street art. Et la petite particularité, c'est qu'on va le visiter de nuit. Eh oui, à la lampe torche. Donc c'est une ambiance bien particulière. Et Auguste ne sera pas là pour cette vidéo, malheureusement. Mais on est accompagné, comme je vous l'ai dit en intro, d'Olivier. Donc ça va être un moment assez incroyable, je pense. C'est parti. Ça je vais peut-être dire une connerie mais ça me fait penser au chat. Avec le sourire, je crois qu'il y en a un qui est ici, non? Il y en a un qui est ici. J'ai été son agent en plus à Monsieur Chat pendant 5 ans. Oui, Monsieur Chat. Et effectivement, c'est la même. Alors lui, il est plus ancien, c'est Pez, il est de Barcelone, mais il fait partie de ce mouvement qui s'appelle le logo art, où il crée un personnage, Monsieur Chat, comme tu dis pour Monsieur Chat, Invader avec ses petits échanges spatiaux, et Pez. Et surtout, en face, on a eu beaucoup de chance de l'avoir cet été, Chupet Negre, qui est un des plus anciens de Barcelone, copain de Pez bien sûr, et qui lui a créé sa petite sucette noire Chupet Negre. Et il duplique en fait à chaque fois leur création partout dans le monde, sans faire passer des messages politiques ou autres. C'est juste, il duplique. Okay. Et voilà, Monsieur Chat. Alors, les mauvaises langues diront qu'il s'est peut-être inspiré du sourire des Smiling Fish. Ouais, ça m'a fait penser en tout cas. Mais on est vraiment dans l'esprit du logo art. Mais Pez c'est vieux, c'est old school. Hein. Comment? Pez c'est vieux, c'est old school. Bah, Pez, c'est le El Pez de Barcelone, quoi. Il habite en Colombie maintenant. Ok, c'est un peu le couloir espagnol en fait. C'est le couloir espagnol. On peut parfois entendre quelqu'un parler en espagnol au fond du couloir. Mais... Petite précision les curieux. Le Moza se situe exactement dans l'enceinte fortifiée de la citadelle Vauban à Neuf-Brisach, en Alsace. Cette citadelle, construite entre 1698 et 1704, a joué un rôle important dans l'histoire militaire de la France. Classée aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008, elle offre un cadre exceptionnel à ce musée d'art urbain. Ouvert en 2018, le Moza Vauban a créé une alliance fascinante entre art urbain et patrimoine historique. Et c'est ce que l'on va encore découvrir ensemble ce soir dans cette vidéo. Allez, on reprend. Ok, let's go. La Rochina est de Rio. On l'appelle l'ange de Rio parce qu'il peint des anges. Il a peint dans la Rochina qui est la plus grande favela du monde et notamment avec des couleurs
différentes pour les enfants qui ne savent pas lire. Et pour repérer le nom des rues, tu prends l'ange jaune jusqu'à l'ange bleu, tu tournes au deuxième ange rouge. Et il en a peint, je crois, sur tous les murs de la Rocina. Et on l'appelle l'ange de la Rocina aussi parce qu'il a créé un institut qui s'appelle Instituto Varga Rocina et il sort de la misère chaque année 10 000 enfants depuis 10 ans. Cool. Ça fait 100 000 enfants qu'il a sorti de la misère, du trafic de drogue, de tout. Et donc on l'appelle l'ange de Rio parce que c'est un bienfaiteur. Et donc c'est ça le rapport avec le billet de dollar. Oui, le billet de dollar, justement, il les détourne, les billets de dollars et les billets de reals aussi. Et c'est assez drôle parce que les enfants qui sortent de la Rocina, justement, j'avais demandé. ils les gardent et de temps en temps pour acheter un sandwich ou autre, entre 2 billets de dollars, ils en passent un faux. Et les commerçants sont ravis parce que, et on a déjà essayé de nous le prendre, je vais pas dire le montant, mais il y a une vraie cote pour les billets de dollars. Donc quand un commerçant se chope un dollar, voilà c'est un billet de 100, de Varga Rocina, il appelle pas la police. Ouais, en vrai, ça vaut beaucoup plus. C'est ouf. Maintenant, on va se diriger vers la salle où se trouve l'enfant Thor de l'artiste Seth. Pour les plus puristes d'entre vous, vous avez déjà dû le voir ou l'apercevoir dans les rues de Paris ou dans des centres-villes d'autres villes en France. Elle est incroyable, hein. En fait, vous vous rendez pas compte, mais ce musée, il est dingue parce que c'est des artistes internationaux que tu peux voir partout dans le monde, dans la rue. Et ils sont ici, tout est concentré dans ce musée. Moi, je trouve ça dingue. Et celle-là en particulier, enfin, on est arrivé ici avec Olivier et mon frangin, Auguste, qui n'est pas là ce soir. Le premier truc qu'on a fait, c'est prendre en photo cet endroit. Ouais. Magnifique. Et donc, on va faire plus ample connaissance avec toi, Stanislas. Est-ce que tu peux te mettre devant ? Je m'appelle Stanislas Bellhomme, ça s'écrit comme un bel homme, et j'ai 53 ans, célibataire. Non, blague à part, je suis collectionneur de street art particulièrement. J'ai créé beaucoup d'entreprises et suite à une vie qui a changé pour moi il y a 15 ans, j'ai décidé de montrer ce qui se faisait et surtout décidé de conserver le street art, parce que le street art, c'est le plus long mouvement d'histoire de l'art aujourd'hui, et on en est au plein milieu, c'est loin d'être fini. Moi, je suis élève de l'école du Louvre, j'ai une formation très classique, et si on compare les impressionnistes, par exemple, au street art, c'est tout petit dans l'échelle de l'histoire de l'art, alors que le street art, c'est un mouvement énorme, mondial, accessible surtout. C'est l'art populaire au sens propre du terme. Hein, quand tu es dans un musée d'art contemporain, il faut quelques explications pour comprendre pourquoi l'artiste a fait un point rouge sur un mur blanc, et ça veut dire que c'est la naissance du Christ. Alors que là, tu peux avoir des explications, mais tu ressens tout de suite une émotion. Quel est ton rapport avec l'ancien et le nouveau ? Pourquoi tu as créé cette connexion entre l'ancien et le nouveau ? C'est important pour moi, d'abord parce que, je te le disais, j'ai fait l'école du Louvre, donc j'ai plutôt une formation classique, qui a énormément de lieux de patrimoine en France, dans le monde entier, mais là on parle de la France, qui sont un peu laissés à l'abandon. Ici, c'était fermé depuis 1952, on ne pouvait même pas visiter, même pour les journées du patrimoine. C'est quand même le patrimoine, c'est notre histoire. Hein. Et ou alors des lieux aussi qui sont en passe d'être détruits. J'ai d'autres musées, des lieux de patrimoine qui allaient être rasés, mais on se les a appropriés, donc ils sont plus rasés. On a un peu sauvé le patrimoine. Et aussi, ce qui m'intéresse dans ces bâtiments, c'est que c'était des bâtiments militaires. Et qu'on a transformé ces bâtiments de guerre en des bâtiments de paix avec des artistes qui viennent. C'est paix, c'est Make Love Not War, comme a écrit Purée à côté. Et donc c'est important pour moi de garder le patrimoine, mais de le modifier avec une vision très paisible, belle, communicative, qui est l'art. Ça, c'est aussi très important. Et puis, on verra dans la visite, ça fonctionne très 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 bien en fait. Parce que, comme le dit Jérôme Ménager, Godfather du street art français, le street art, c'est avant tout une histoire de mur. C'est pas l'éphémère. Souvent on dit, ah, mais c'est éphémère. Non, c'est éphémère par défaut ou par dépit. Seth aurait aimé que son œuvre reste, l'immeuble a été rasé, ou vous avez c'est repeint par les services municipaux, ou c'est taillé. Donc... Il y en a qui jouent avec ça des fois. Ouais, où la municipalité, elle repeint un mur et du coup, il repasse derrière et ça devient un genre de jeu. Ça, je trouve ça génial. Exactement. Donc c'est important pour nous de conserver les artistes, ils ne peignent pas pour que ce soit effacé. Mais c'est avant tout une histoire de mur. En plus, Jérôme Ménager peut le dire, parce que c'est le seul qui a peint sur la muraille de Chine en 87. Donc des murs qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO pour des internationaux, c'est français, mais les Américains, par exemple, ils hallucinent. Ils peignent sur des murs qui sont plus vieux que leur pays. Donc c'était très important pour moi, des lieux de patrimoine. Et puis aussi, ce que nous a dit l'UNESCO, de faire revenir des gens
Si l'UNESCO avait refait les bâtiments, bon, vous avez les visiteurs qui visitent les citadelles, machin. Mais là, ce qui est bien, c'est que on attire énormément de jeunes. On a 65 000 visiteurs payants, 10 000 65 000 par an, et on a 10 000 scolaires qui viennent en atelier ici, qui sont des partenaires de l'éducation nationale. Et ces gamins-là, ils seraient pas venus visiter une citadelle Vauban, ça les saoule. Et là, ils vont venir pour le street art, mais ils vont découvrir ce patrimoine qu'ils n'auraient pas forcément découvert. Et c'est très intergénérationnel. On a beaucoup de mamies qui emmènent les petits-enfants, parce qu'elles disent « Ouf, on sait jamais quoi en faire pendant les vacances. Le musée, ça les saoule, mais ici, ils sont contents. » Et pendant que les enfants expliquent « Mais tu sais, lui, il avait une émission sur Canal 7. » Ben, la mamie, elle dit, tu sais, ton grand-père, la première clope qu'il a fumée en cachette, c'était ici, il était passé par la souterraine. Donc, ça fait une intergénérationnalité importante. C'est vraiment un musée famille, et ça fait venir des gens qui ne seraient pas venus. Et ça fait venir beaucoup de seniors, on a énormément, peut-être 25 000 visiteurs qui ont plus de 70 ans. La carte illimitée qu'on a vendue au plus ancien, il a 95 ans, il est historien, et qui découvre le street art et qui sont fascinés. Mozas, c'est dans plein de villes, finalement, villages. Pourquoi avoir choisi des petites villes, des petits villages pour placer vos musées? Bah, c'est important pour nous, c'est l'accès à la culture. Alors, ça peut être paradoxal parce qu'on a plusieurs musées, ils sont totalement privés. On n'a pas de subvention, on n'est pas financé par la région, la ville, au contraire, on paye. Et très souvent, c'est mal fait parce que les petits villages ou la ruralité, on appelle ça, sont des oubliés de la culture. Donc, généralement, on va à Paris, à Lyon, à Strasbourg pour voir des expositions. Et je me suis dit, bah, on va apporter la culture là où elle n'est pas. Dans ce village, peut-être 80% des gens n'avaient jamais visité un musée, et encore moins les enfants. Et c'est génial, parce qu'on se retrouve à Neuf-Brisach-les-Bains. Oui, il n'y a pas grand-chose, il ne se passe rien. Et là, vous avez des Parisiens qui arrivent, vous avez 40 000 Allemands, vous avez des gens qui viennent. Il n'y a finalement pas énormément de Français ou d'Alsaciens, des gens qui viennent du bout du monde. On a des télévisions qui me demandaient des explications. Je disais au gars, mais sors ton micro à l'entrée, tu demandes d'où ils viennent. Et il était là, bonjour, vous venez d'où? De Londres. Ah, vous visitez l'Alsace? Bah non, on vient voir le Work in Progress. Ah bon, et après, vous allez où? Bah, on repart à Londres. Deuxième, bonjour, venez d'où? Hola, Barcelone. Ah, vous êtes en vacances ici? Bah non, qu'est-ce que vous faites? Bah, on vient voir le Work in Progress. Et après? Bah, on part à Barcelone. Alors, il reste un peu plus maintenant, on a un apport touristique fort. Mais c'était très important, ouais, de faire venir les gens ici. Il y a 6300 Parisiens qui viennent. Je suis parisien, je suis très fier. Oui, c'est en plein centre de Paris et comme on visite les autres monuments, on y passe aussi. Là, c'est genre les gens, ils veulent vraiment venir et c'est quoi le pourcentage de passionnés par rapport aux curieux qui viennent juste? En fait, c'est ce qui nous surprend beaucoup et ce qui nous plaît dans la mission. Parce qu'on s'est dit, bon, on va avoir Moyen-Âge que des moins de 30 ans, foot street art. Et en fait, on se rend compte, ils sont là, bien sûr. Mais je pense que plus de 70% des visiteurs sont des néophytes qui découvrent et qui deviennent juste dingues du musée parce qu'on a une carte limitée qui permet de venir en illimité dans nos musées. On la vend énormément. Il y a des gens qui viennent quelquefois, plusieurs fois par semaine. On leur dit, mais il n'y a pas de nouveauté, hein, le prochain artiste, il vient. Non, mais c'est pas grave. Les oubliés de la culture, j'aime pas trop ça comme mot, mais c'est un peu ça. Ils l'ont à portée de main. Et ça, c'est très très cool, quoi. L'expérience de passer une nuit dans ce musée est vraiment trop stylée. Vous aussi, n'hésitez pas à faire un tour au musée Mozas. Si vous êtes de passage en Alsace, ça vaut vraiment le coup. Je vous mets en description toutes les informations concernant le musée. Ceci étant dit, on peut continuer. Donc là, on va dans cette salle. Donc là, l'artiste, c'est Speedy Graffito. Stanislas, c'est qui Speedy Graffito? Un monument de l'art. Alors, ils sont tous des monuments. Ici, on a de la chance d'avoir des plus grands. Speedy Graffito, art urbain français, c'est The Monument, qui a notamment créé un environnement, un univers à lui, qui a créé ce lapin, qui a une histoire, ça s'appelle La Peinture. Il a donné ses lettres de noblesse à l'art urbain français avec ce personnage, qui a servi d'ailleurs sur la première grosse exposition lancée par Jack Lang en 83, je crois, qui s'appelait Vive la peinture, jeu de mots. C'était toujours le lapin de Speedy qui illustrait, et puis il en avait un peu assez du succès. Et donc, il voulait plus trop mettre en avant ce lapin. Il a tellement de talent qu'il a fait beaucoup d'autres personnages. Mais il avait dit qu'un jour, il le ressusciterait dans un endroit qui lui plairait. Comme pour Seth, qui a fait son petit garçon Thor. J'étais pas là quand le premier jour, j'étais dégoûté. J'étais pas là, j'étais en Indonésie. Et donc, j'appelais ici, à chaque stop d'aéroport. Il fait quoi? Et là, la personne qui était son assistant, qui bosse pour nous,
Elle dit, je sais pas, il fait une sorte de lapin. Je dis, c'est pas vrai. Et donc, pareil, il a laissé une trace forte dans ce musée. Et c'est d'autant plus émouvant que moi, quand j'étais à l'école du Louvre, je séchais les cours pour aller le voir peindre à Paris. Puis 35 ans après, il est dans mon musée. J'étais comme un bien. Et attends, juste Stanislas, pour ceux qui savent pas, c'est quoi l'école du Louvre? Parce que c'est quand même une renommée. C'est une grande renommée. C'est une des meilleures écoles Connue d'histoire de l'art, je crois. ça me parle. Ah, déjà, oui, quand dans ton école il y a écrit Louvre, ce que. Ouais, en général, Ça marche bien. t'es au bon endroit. Voilà, l'école du Louvre, c'est une école qui est dans le Louvre et qui forme notamment beaucoup de patrons de musées, de curateurs, de gens qui écrivent des bouquins sur c'est l'une des meilleures écoles d'histoire de l'art au monde, voire la meilleure. Ouais. Parce qu'initialement, je voulais être commissaire-priseur. Donc il faut faire l'école du Louvre si tu veux être vraiment un bon commissaire-priseur. Et c'est l'un, alors ça, pour la petite anecdote, c'est l'un des concours les plus compliqués. C'est super compliqué. Et donc, j'ai pas été commissaire-priseur, mais j'ai fait l'école du Louvre. Et donc, de temps en temps, quand même, bon parisien, on connaît les spots. J'en ai vu beaucoup, ménager, peindre, etc. Mais Speedy, pour moi, c'était un monument. Et il est d'une gentillesse extrême. Et quand j'ai la chance de passer 72 heures avec lui, j'étais comme un gamin le premier soir, je n'osais rien dire tellement. Alors qu'il est gentil et qu'il est... Voilà, il y a beaucoup d'anecdotes dans ce musée qui touchent beaucoup de gens, même de visiteurs qui me disent ouais, une œuvre de Speedy, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mec, ça fait 26 ans qu'on est mariés. Enfin, tu vois, il y a plein En plus, le lapin, c'est son emblème, quoi. Bah oui. Et toi, t'as fait l'école du Louvre, Olivier? Non, pas encore. Moi, j'ai fait l'école du paf. J'arrête avec cette L'école du Louvre? paranormal. Du coup, petite question Stanislas. Là, regarde, on voit cette œuvre-là. Donc, mon frère et moi, on est allés dans les catacombes de Paris et on a vu plein de fois ce personnage. Ah oui, alors ça c'est le corps blanc, le fameux corps blanc de Jérôme Ménager. On a été très chanceux. Jérôme a eu la gentillesse de nous confier en début d'année 2023, il y a un an, il fêtait les 40 ans du corps blanc. Premier corps blanc peint à Paris, catacombe. C'était il y a 40 ans. Il y a plein de musées, parce qu'il sort carrément du street art, tellement il est mondialement connu, qu'il voulait faire quelque chose. Mais comme il est né à Colmar, et que c'est un mon pote, je lui dis allez, fais ça chez toi. Et donc il a dit ok. Donc la première, les rétrospectives ont tourné dans notre musée à Montpellier, ailleurs en France. La première a eu lieu ici, 76 œuvres jamais montrées. Et il avait eu la gentillesse aussi de venir dans les premiers au musée. C'est pour ça qu'il a fait cage devant la porte à l'entrée. Exactement, il est pas fou, le gars, il prend le meilleur spot. Hein. Et le corps blanc, voilà, c'est la poésie, on peut en parler des heures et des années, même pendant 40 ans. Jérôme Ménager, ouais, c'est un des pères fondateurs de l'art urbain en France. Ce personnage qu'on reconnaît partout, près de 52 secondes maximum pour le réaliser. Vrai vandale, donc il fallait qu'il en mette partout. Je crois qu'il a plus de 4000 murs à son actif, il a juste imbattable. Et effectivement, tu as raison, dans les catacombes, puisqu'il est parisien, avec Psychose, qui est un de ses copains, qui fait partie du crew 156 dont on a parlé tout à l'heure. Jérôme Ménager, il y a même des salles remplies là-bas, et il a été très bon guide pendant longtemps. C'est lui qui a fait, il a fait des soirées avec Sting, avec c'était un joli bordel organisé dans les années 80. Ce sera dans une autre vidéo, la deuxième partie. Et oui, Jérôme Ménager, il en a peint plusieurs ici, et on est très fiers, voilà, qu'il ait choisi l'Alsace pour ses 40 ans de peinture. On attendra 40 ans pour les 80, mais ouais, personnage mythique. C'est le seul qui a osé peindre sur la muraille de Chine. Il a trouvé que c'était un beau. Le mec a peint sur la muraille de Chine. Joli spot, le truc est juste sacré. Et puis en 87, les Chinois sont un peu plus décoincés maintenant, mais en 87, c'était un peu moins drôle. Donc, il fallait oser, quoi. Un vrai vandale, 64. Et les gars, c'est à Neuf-Brisac que ça se passe. Hein. Franchement, le musée Mozart, c'est un truc de ouf. Bon, on va découvrir l'autre partie. Je vous suis, messieurs. Alors, on va faire un petit brief de milieu de partie pour mon cher Olivier. Olivier, alors, qu'est-ce que tu en penses? Tout se passe bien, mais je crois que j'ai perdu mes chaussures. Ah non, c'est bon, elles sont là. Et ça, c'était en rapport avec Nike Aussi, ouais, c'est une artiste qui s'appelle Smoluk. Il y a assez peu de femmes. Smoluk, ça fait petit cul. Ouais. Elle est d'origine française, mais elle vit aux États-Unis depuis longtemps. Et en fait, ouais, elle est passionnée par la
tradition qu'il y a en Californie, Ouais, notamment à la les fin. chaussures sur les. Voilà, tu passes en graduate school et tu balances tes pompes. Et il y a même des brigades maintenant à Venice Beach par la ville qui sont payées pour enlever les chaussures retirer. parce que ça arrache les fils électriques. Et elle trouvait ça fun, mais pas très écolo. Elle est très écolo parce que dans les sneakers, t'as du plastique, du machin. Ah ouais. Et donc, elle s'est dit, je vais faire ça, mais entièrement en recyclable. Donc, c'est que des cartons, des papiers qu'elle trouve recyclables. Et elle les fabrique vraiment. Elle est venue ici, on a fait un atelier avec des adultes et des enfants, comme un cordonnier. Vraiment, tu pourrais quasiment les mettre. Mais les choses du combien? Alors justement, elle fait soit des XXS, soit des XXL. Et elle a le droit de Nike, ouais, parce qu'elle a fait, elle est assez maligne. Elle a fait une paire de Nike un jour à Santa Monica, où habite le père de patron Nike. Et le mec, qui faisait 8 mètres sur la plage. Et elle est pas folle. Et le mec, tous les matins, avec sa Tesla, quand il avait bossé, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis à la fin de la semaine, il lui a dit, je te file $10 000, tu la mets dans mon jardin. Et il a autorisé à ce qu'elle ait... c'est une des seules qui peut utiliser le logo Nike sans avoir de procès et le droit d'utilisation. Et elle fait des Nike. C'est ouf. Là, on se retrouve devant une œuvre très particulière parce qu'on est sur un style. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas très bon en art, mais du coup, explique-nous ce style. Alors, on est avec un pochoiriste. Le pochoir, donc, c'est Banksy, mondialement connu, un roi du pochoir. Mais C'est qui Banksy? C'est un artiste. Ouais, c'est un artiste. Alors, c'est un mythe, hein, Banksy, on est d'accord. Hein, Il n'existe pas vraiment, c'est un peu comme le Père Noël, tu vois, c'est un fantasme. Alors, non, on va faire une petite présentation de Banksy rapidement avant de présenter cette œuvre-là. Banksy, c'est qui pour les gens qui ne connaissent pas? Même si C'est un artiste qu'on imagine anglais, d'après ce qui se dit, et qui effectivement revendique un certain nombre de choses à travers le street art, puisqu'il peint dans la rue, et le pochoir, c'est une technique donc pour aller plus vite, puisque je rappelle, hein, pour ceux qui nous suivent, qu'il est interdit de peindre sur un mur à la verticale. Vous pouvez peindre, la loi française est comme ça. Vous pouvez peindre devant un commissariat au sol. Ils se rangeront les angles, mais ils ne pourront pas vous arrêter. Il ne faut pas me dire des choses comme ça. Mais si vous faites un tout petit graphe sur quelque chose qui est vertical, c'est interdit. Mais pas l'horizontal. Ok. Et Banksy, donc c'est un mystère, et toi tu le connais, Stanislas. Ce que je disais pour ces 215, c'est que... Petite pause. À votre avis, pourquoi Stanislas esquive le sujet concernant Banksy? Eh bien parce qu'il nous a dit en off qu'il connaissait très bien Banksy personnellement. Mais il ne voulait pas nous en dire plus. Donc j'ai essayé pendant toute la durée du tournage, qui a duré 4 heures quand même, de récolter toutes les informations possibles. Ce que je disais pour ces 215, c'est que on est donc dans le système du pochoir. Et lui, il est français. Et c'est un des meilleurs pochoiristes au monde aussi. Christian Guémy, c'est un gars extraordinaire d'abord. Parce que c'est pareil, c'est un altruiste, c'est un mec en or. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai un grand respect pour lui. Et il arrive, bien sûr, à faire des pochoirs. Il ne peint que des grands hommes. C'est ce qui l'intéresse beaucoup. Et c'est un puits de culture. Un connaisseur du Caravage, un IO, même au Louvre, quand ils ont besoin d'informations sur le Caravage, on interviewe cet artiste quand même. Ça montre le niveau de qualité intellectuelle du monsieur, mais surtout quelqu'un d'extrêmement généreux et gentil. Et c'est surtout quelqu'un, en plus de ses pochoirs hors normes, donc on découpe, hein, c'est le système de la photographie positif-négatif, on coupe à l'envers de l'œuvre et on passe successivement. Donc là, il y a une couche noire, une couche de blanc, une couche de rose, etc. Avec plein de pochoirs différents. Là, il y a 7 pochoirs. Il y a 7 pochoirs. Et c'est en quelle matière les pochoirs? Carton ou celluloïde, quelque chose d'assez résistant qu'on peut nettoyer. Mais ce qui est surtout très impressionnant pour moi, avec C215, c'est les couleurs qu'il utilise. On change complètement des couleurs. Et si c'est quelqu'un qui est un professionnel de la peinture ancienne aussi, c'est qu'il sait capter la lumière. Donc tu peux compter les pochoirs en comptant les couleurs. La couleur. Mais il utilise des couleurs incroyables. Si tu fais un cadre là-dessus, juste là, tu pourrais être sur une œuvre d'art contemporain ou quasiment impressionniste. C'est un génie de la couleur. Le nombre de fois où on a l'impression que le musée n'est pas éteint, tellement sa couleur est puissante alors qu'il est éteint. Voilà, et c'était important qu'il y ait Vauban, puisque dans Les Grands Hommes, il aurait pu peindre Louis XIV, mais il a voulu peindre Vauban sur un... C'est une des rares choses qu'on ait rajoutées dans ce musée, on n'a normalement pas le droit de toucher, et c'est un médaillon en ciment, pour que son pochoir puisse fonctionner, mais qui a été fait dans les règles de l'art, des compagnons du devoir. Voilà, il a réalisé, le pochoir a pris 3 jours, je crois, mais l'œuvre, il l'a réalisé en 45 minutes, parce qu'on est encore avec des vrais artistes, Vandal, qui devait aller vite. Donc voilà, on peut avoir une œuvre qui est juste magnifique,
faite très rapidement parce qu'il maîtrise toutes les techniques. Et puis, c'est 215, comme Ménager ou d'autres, il a l'œil, il est dans le couloir principal, tu peux pas louper son œuvre. Il est très très fort aussi pour ça. Et Stanislas, tu connais Banksy, non? Il va lui poser la question tout le long de la visite. On a des t-shirts Vaux Banksy. Waouh, Ça, cette c'est pièce, elle ouf. est incroyable. C'est hallucinant. C'est une pièce de folie. Là. Je disais tout à l'heure, on va un peu sur des thématiques différentes, mais dans le graffiti, il y a près de 10 000 mots qui ont été écrits ici. Mais on est dans de l'installation immersive. On nous parle, on nous bassine avec de l'immersif. Maintenant, c'est très à la mode. Tu projettes sur un mur un tableau et tu donnes de la musique et puis tu fais 300 000 visiteurs. Là, c'est pas le but. On est avec un artiste incroyable, c'est Denis Meyers, belge, et qui a commencé très fort, lui, parce qu'une de ses premières... Il travaille depuis 25 ans, mais une de ses premières réalisations, il s'est pas gêné. On lui a proposé un bâtiment, de travailler un bout de bâtiment qui faisait 50 000 mètres carrés. 50 fois le musée ici, qui était les usines Solvay à Bruxelles, monument historique qui allait être rasé. Ça va s'allumer, ça va se réteindre, c'est le jeu. Ça devait être rasé, ils lui ont proposé de faire quelques mots. Et le gars, il s'est dit, mais c'est juste une tuerie. Il est resté 1 an et demi enfermé, il a demandé, et il a peint 25 000 mètres carrés. Je crois que c'est un des artistes qui a peint la plus grande surface au monde réunie. Il a écrit des mots. Ouais, c'est quelqu'un qui a commencé, mais avec une œuvre magistrale, c'est difficile de lui proposer autre chose après. Et donc l'idée qu'il a eue ici, c'est d'utiliser une peinture réflexe. La peinture réflexe, c'est ce qu'on appelle c'est une peinture qui s'appelle frescolite, qui est fabriquée dans un seul lieu à Bruxelles par une petite manufacture de génération en génération, et qui absorbe les ultraviolets et qui transforme aussi visuellement la peinture. On verra quand c'est complètement éclairé, on a l'impression que la peinture, ça pourrait être de la soie ou de la poudre. C'est de la bande. Le réflexe chimique qui est entre la frescolite et la frescolite sur la jeu ultraviolet. D'accord. Et sa démarche, c'était de faire parler cette pièce. Et il a commencé par la droite, le premier mot c'est espérer, et en fait, le premier visiteur qui est rentré, il lui a dit, attendez, donnez-moi tout de suite le mot qui nous passe par la tête. Et le gars, la dame, a dit espérer. Le deuxième a dit aimer, le troisième a dit attendre, le quatrième a dit convaincre, et blablabla, et blablabla. Il y a 10 000 mots, il y a des gros mots, des prénoms, des insultes, des déclarations, des noms de sociétés. Alors évidemment, il y a plus de 10 000 mots. On aurait aimé avoir pendant la semaine où il est resté 10 000 visiteurs, c'était trop. Donc on avait aussi la complicité d'un historien, un monsieur qui a 80... Il doit être centenaire maintenant, ça fait 5 ans, qui s'appelle Aloïs Brandberger, qui est un historien d'Alsace. Et comme Denis Meyers n'était jamais venu en Alsace, le gars, il est venu avec son client, sa thermos, je me suis dit que c'était du café, mais c'était du schnapps. Et il est resté, il était ébahi par ce qui se passait. Toute la journée, il parlait à Denis Meyers et il lui racontait l'histoire de l'Alsace, le Concordat, les Prussiens, etc. Et dès qu'il y avait un mot qui sonnait à l'oreille, il écrivait. C'est pour ça qu'il y a des mots en alsacien, des mots, des dates, le Concordat, 1870, etc., etc. Et les visages qu'on voit, c'est des petits croquis, enfin plutôt grand format, qui faisaient des visiteurs qui étaient là. Ils trouvaient ça énorme. Okay. Donc la pièce avec lui, et une fois qu'il a eu à dire ce qu'il avait eu à dire, ça s'est arrêté ici. Et on voit qu'il y a un petit clin d'œil avec Seth, qu'on a vu tout à l'heure, qui a tellement aimé l'œuvre. Il a proposé à ce qu'on appelle une collab à Denis Meyers, parce qu'ils étaient là en même temps. Et il a dit, est-ce que tu me permets qu'on fasse un truc ensemble? Ça fonctionne super bien, parce que tous ces mots qui reviennent dans le visage de l'enfant, qu'on a vu tout à l'heure, qui avait l'air un peu triste, le petit Thor avec ses briques là, qui se casse la figure. Et là, il a l'air plutôt heureux. Bon, c'est un peu shakespearien, tout bien pour lui, mais d'absorber tous ces mots, ce gamin, et de faire son tri ensuite. Donc c'est une œuvre avec une collaboration, il y en a assez peu. Et puis il y a le petit personnage de Jaune. Et on le retrouve dans pas mal de pièces. Ouais, il fait ses petits éboueurs de il passe comme ça en mode Michael Jackson. Exactement. Il s'est mis là, alors bon, pour l'anecdote, on peut le dire, c'est que Jaune m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose. J'ai pas pu joindre à ce moment-là Denis Meyers, qui devait être dans un vol pour New York ou Séoul, parce que tous ces artistes voyagent beaucoup. Et il m'a dit, c'est un tellement bon copain. Donc j'ai dit oui. Et en fait, son premier post Instagram à l'aéroport, qui a vu l'artiste en question, il a dit... Et en fait,
il s'aime pas trop. Et je crois que c'était un peu pour embêter. Ok. Mais Denis Meyer, c'est un artiste à grand cœur, intelligent, donc il a dit, voilà, c'est clin d'œil, je me vengerai un jour, mais voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. Et en plus, il a utilisé l'ultraviolet. Je vais savoir qui est bon. C'est ouf parce qu'il y a une anecdote sur absolument tout, tu vois, genre même la paire de chaussures avant qui était accrochée, c'est genre ça part dans des discussions de genre il y a 500 000 anecdotes autour du truc. C'est incroyable. Et tu te rends compte qu'en fait les graffeurs même ils sont liés entre eux et tout, et je trouve que le lieu il dégage une énergie. Pas une vidéo paranormale. Exactement. On y arrive. Banksy, il est déjà venu ici? Et là, on a fait un hommage à la Tour 13. On voit quelques images ici. La Tour 13, c'est un projet fantastique qui date de 2012. Voilà. Où une tour a été prise d'assaut en 6 mois. La ville de Paris a laissé à discours des artistes qui étaient connus, mais certains émergents, mais qui sont des stars mondiales maintenant. On en a pas mal qui sont au musée, qui sont ici. Ils avaient le droit de prendre d'assaut un appartement, ils faisaient ce qu'ils voulaient dedans. Et donc, il y a eu 100 appartements. Et pendant 30 jours, ils ont eu le droit de faire visiter la tour avant qu'elle soit rasée. Alors, il faut se remettre dans le contexte, il y a 12 ans, c'est pas comme maintenant, le street art, tout le monde fait tout le monde, mais à l'époque, c'était un peu subversif. Donc, les organisateurs, c'était une asso, s'est dit, bon, si on a 1500 visiteurs pendant le mois, on sera bien content, on paiera quelques 2000 bières. C'est l'exposition qui a fait imbattable, parce qu'ils ont fait 35 ou 40 000 visiteurs par jour. On faisait jusqu'à... Il y a des Parisiens qui sont venus ici, ils nous ont dit, nous, on a fait 11 heures de queue. On a craqué, donc on vient voir l'œuvre que vous avez refaite ici. On attendait entre 6 et 13 heures. Ça a été un succès phénoménal. Phénoménal, de chez phénoménal. Ben là, on va dans un des appartements. On a vu les photos de la Tour 13, cette fameuse exposition incroyable qui a été la plus visitée au monde. Et on a reconstruit un des appartements de la Tour à l'identique. On marquerait la qualité du parquet, parce que c'est moi qui l'ai posé. Attention. Et on m'appelle Mister Parquet maintenant quand je vais à Los Angeles, parce qu'ils sont tous foutus de moi avec mon parquet, et moi j'étais fier. Expert en art et parquetiste. Parquetman, il m'appelle. Mais en fait, je tiens. Parce qu'on a été fermé 1 an à cause du Covid, donc il y a eu un taux d'humidité et le plafond est retombé, mais c'est pas grave, c'est les murs qui nous intéressent. Mais le parquet de Parquetman n'a pas bougé. Donc on a construit un des appartements de cette tour qui a été confié à Guy Dunning, qui est il est anglais, de Bristol, c'est pareil, une légende du graffiti. Je parle souvent de Banksy, il y a des gens qui disent que c'est même lui qui aurait appris à Banksy à faire des pochoirs. Et il a refait l'appartement de la fameuse tour 13 qu'on ne verra pas, puisqu'il a été rasé en 2012, la tour a été détruite. Il l'a refait, entre guillemets, à l'identique, et nous a beaucoup touchés parce qu'il a dit c'est même mieux que là-bas, parce qu'à l'époque, en 2012, il n'y avait pas de budget, il n'y avait rien. Normal, hein. Là, on l'a reçu 10 jours en résidence, il a eu le temps de travailler, il nous a demandé certains fusains, certains comtés, certaines peintures très spécifiques, et il s'est fait plaisir. Il raconte un peu l'histoire de Paris, parce qu'il avait rencontré quelqu'un dans cette tour qui lui avait raconté l'histoire de Paris, donc lui, il l'a mis en dessin, c'est ce qu'il sait faire, avec des clins d'œil, voilà, il nous avait demandé, il m'a dit, je veux bien que s'il y a un Minitel. Parce que pour les Anglais, n'empêche, le Minitel, ça ne servait à rien. Regardez 3615 Bonax, mais pour les Américains... Ça s'affichait vraiment, genre... Exactement, pour 3 heures. Mais pour les étrangers, il n'y a que la France qui avait ça. C'était magique. Et c'était l'ordinateur, mon ordinateur, bref. Donc voilà, il voulait ça, il voulait un vieux téléphone, comme à l'époque, etc. Donc on lui a recréé un peu son environnement. Et il est venu ici en résidence, repeint, au pochoir, au crayon, au fusain... cet univers qui est juste assez incroyable parce que l'artiste est tellement puissant. Ouais, on n'aime pas, mais on est vraiment dans quelque chose de très 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 puissant. Et un peu dark hein, quand même. Assez dark, oui, c'est pas... il dessinera jamais Bob l'éponge qui rigole, notre ami Guy Dunning, il est assez tourmenté. Moi, c'est ce que je dessinerais. Un punk activiste, pacifiste. Mais oui, c'est quelqu'un qui est dans la révolte, beaucoup pacifiste, toujours il insiste bien là-dessus. Donc ouais, ce qui est dommage d'ailleurs parce que je me suis occupé de sa carrière pendant quelques années, après j'ai plus eu le temps. Et je lui avais dit, mais dessine un jour avec des couleurs, du rose, mais c'était juste. Il l'a fait qu'une fois pour me faire plaisir. Je crois que j'ai vendu l'œuvre en 4 secondes 10. C'était magnifique, on aurait dit un tableau de Fragonard, c'était beau. Bon, mais c'est pas son truc, voilà. Il est quand même dans le noir et blanc, dark. Mais c'est puissant, ça. Quand il a fait son œuvre ici, il y avait des gens qui
très gentiment d'ailleurs, qui passait à tour de rôle, qui était assis en tailleur. Il y avait un silence de cathédrale et on regardait dessiner comme ça. Ouais, c'est fou, c'est d'art, mais c'est très bien. Et en combien de temps? Je crois qu'il reste 5 jours. En 5 jours? C'est incroyable. C'est ouf. Toujours pareil, on est avec, c'est pour ça, ça donne la réponse à certains qui n'ont pas besoin de nous envoyer une demande ou un CV. Voilà, on travaille avec des historiques, on crée le mouvement et c'est des gens qui étaient habitués, parce qu'ils étaient coursés par la police, à travailler super vite. D'où le pochoir, ça va plus vite d'avoir le pochoir tout prêt avec marqué ça, parce qu'il faut 3 secondes pour le marquer, que si on écrit ou on le peint. Donc voilà, on est vraiment avec des gens qui ont gardé ces réflexes, des vrais artistes. Puis Guy Dening, c'est quand même, à mes yeux, très très grand. Donc, Il est sympa. il est très très gentil. Il a bien respecté ton parquet, en tout cas, il a pas fait une seule. Hein, c'est beau. C'est la pièce maîtresse du musée, ce parquet. Bah déjà, merci beaucoup Stanislas de nous avoir fait le tour du musée Moza, de Moza, c'était quelque chose quand même. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent encore aujourd'hui que le street art, c'est pas un art noble? J'aurais beaucoup de choses à leur dire. Je pense que c'est un art noble, après on y met ce qu'on veut, mais c'est vraiment un art majeur. Je le disais tout à l'heure, c'est le plus long courant de l'histoire de l'art aujourd'hui. C'est phénoménal et je pense qu'on s'en rendra vraiment compte peut-être dans 50 ans. Les gens, principalement les Français d'ailleurs, sont beaucoup moqués des impressionnistes, qui était un art abruti à l'époque. On voit ce que ça a donné. Mais voilà, c'est un art qui est noble. On l'a vu dans ce musée. Ok, on a les meilleurs du monde, mais même les personnes qui peuvent avoir des a priori, parce qu'on mélange toujours un peu le tag ou le vandalisme, nous disent waouh. Souvent on nous dit mais c'est ça le street art. C'est de l'art. Bah oui, c'est de l'art. C'est des artistes. Donc il faut qu'ils regardent un peu plus près. Et je crois quand même, moi je le vois depuis 25 ans, mais principalement depuis 6 ans avec les musées. Le regard des gens a quand même beaucoup évolué. Je parlais des personnes âgées, notamment, tout à l'heure. Les gens, quand même, ont une considération différente du street art, parce qu'on en voit beaucoup aussi. Et puis qu'au final, ça enjolive un mur. Quand je vois quelquefois, moi maintenant, des fresques magnifiques qui sont recouvertes par de la peinture grise pour remettre un mur gris comme il est avant, c'est quand même pas très rock'n'roll. Il vaut mieux avoir un joli sourire dans la maison d'en face qu'un mur gris. Donc je crois qu'il faut ouvrir les yeux, puis on voyage avec le street. Bah là, on a voyagé de fou, hein. Franchement, j'ai l'impression d'avoir voyagé de malade, franchement. Et toi, Olivier, qu'est-ce que tu peux en dire de cette découverte, de cet urbex, en fait, finalement, de cette exploration? Bah, pas de paranormal, mais mieux que le paranormal. Et franchement, au premier degré, merci, parce que tu nous avais fait visiter le lieu avec une telle passion que ça s'est ressenti, et je pense que les gens l'ont ressenti aussi. Et on se retrouve dans la partie 2 qui sera l'interview avec Banksy. Et d'ailleurs, on peut voir Banksy? Bon, allez, on vous le montre. On est dans la boutique. On est dans la boutique, je dis ça parce que le film, un film de Banksy qui est très connu, le titre original c'est Exit Through the Gift Shop, qui veut dire on finit par la boutique. Et on finit ici, c'est parfait. C'est parfait. Merci Stanislas. Merci à vous deux, merci c'est infiniment. cool. Merci à Olivier. Et on fait un bisou à Auguste qui n'a pas pu être là ce soir. Parfait. Trop cool. Là, c'est cool. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à donner ton avis en commentaire. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.